fais de l'ASMR. Ah non, ça me rend malade. Ça, je déteste. Alors, j'adore l'ASMR, mais pas de bouche. Non, L'ASMR de non, cuisine. non, même tu sais, quand il gratte. Ah oui, ASMR de cuisine, Tu ça sais, va. l'ASMR de Mais cuisine, quand il t'entends, gratte le micro, tu sais, le Blue Yeti. Non. Et le... ça me Ah, saoule. ça me rend faim, Ça- ça me rend mais il y a dingue. des bons trucs d'ASMR, mais pas de bouche et pas d'objet. Cuisine, ouais, quand ça claque, 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 paf, paf, paf. tch. Ouais, Ça, c'est cool. Ça, c'est j'adore. sympa. Ah, Ça, ouais. c'est cool. Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode du Set Talk. Aujourd'hui, on va accueillir Chris. Alors, je voulais introduire Chris avec un métier parce qu'aujourd'hui, on va parler un petit peu des métiers un petit peu hors du commun, insolites et puis voilà. Mais en fait, le problème, c'est que Chris a trop un bon bagage pour ça. C'est qu'en même temps, il est coach en développement personnel avec des personnes qui sont atteintes de troubles. Il est également streamer sur Twitch. Il donne aussi des cours de théâtre. Et c'est tout. Ouais. Ouais, voilà. C'est ça. Donc aujourd'hui, voilà, bienvenue à Chris. Je pouvais pas faire qu'un métier. Du coup, on va dire qu'il a plusieurs bagages. Et du coup, voilà. Comment tu vas, Chris ? Ça va bien, merci. Cool. Alors, si t'es d'accord, on va commencer. Donc, peux-tu expliquer ce que tu fais dans la vie ? Ouais, bah après, je pourrais faire une journée standard, on va dire. Ouais, le matin, on commence toujours par un stream. Bon, alors après, on a des jeux spécifiques, on a une communauté qui aime certains jeux, mais après, ça revient toujours quand même à ce que je fais dans le reste de ma journée, c'est-à-dire de parler de troubles neurodéveloppementaux, que ce soit troubles de l'attention, troubles du spectre autistique ou autres. Et après ça, en général, coaching personnel. Et puis le soir, en tout cas les mercredis soirs, la méthode acting, donc cours de théâtre en psychologie du mouvement, analyse de personnes. Ok. Et voilà. Bah, c'est trop bien. C'est trop bien. Et pourquoi, en fait, pourquoi vouloir faire ceci ? Qu'est-ce que ça t'apporte, toi, en fait, dans ta vie Bah, je pense qu'à la base aussi, je l'ai fait pour moi au tout début. Il y avait cette histoire de me comprendre. Il y avait eu des suspicions d'autisme dès mes premiers jours de vie. Il y a eu aussi un diagnostic de TDAH à l'adolescence, donc trouble de l'attention avec hyperactivité. Et puis, en fait, je pense que tout d'abord, quand je suis allé faire mes études en Angleterre en psychologie du mouvement et analyse de personnes, c'était plus dans un objectif de me comprendre et que j'avais pas envie de transmettre justement mes difficultés à ma fille. Okay. Et quand je suis revenu, j'ai continué à chercher et j'ai créé une méthode. C'était tout d'abord plus en direction du théâtre, plus pour coacher les acteurs, développement de soi, en lien avec cette méthode que j'ai appris en Angleterre. Okay. Et puis, de fil en aiguille, j'ai vu qu'en fait, que j'étais passionné par comprendre les processus, de comprendre comment fonctionne le cerveau, en fait, comprendre les origines et non de se baser sur ce qu'on voit, mais ce qui se passe à l'origine. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à travailler avec des TDA, avec des TSA. Maintenant, je coach des TSA, justement, dans la communication, dans les interactions sociales, etc. Et voilà, ouais. Ouais. Et serais-tu d'accord déjà pour introduire, on va dire, les troubles, serais-tu d'accord de nous citer un petit peu une liste des principaux troubles avec leur explication, comme tu l'as déjà un petit peu fait, on sait que TDAH, c'est trouble déficitaire avec hyperactivité. Voilà, exactement. Ouais. TSA. Trouble du spectre autistique. Voilà. Après, il y a TDA aussi. Alors ça, c'est sans hyperactivité. D'accord. C'est trouble déficitaire de l'attention, mais sans hyperactivité. Ça veut dire, du coup, la différence entre les deux ? Alors après, c'est dur à déterminer, mais en tout cas, il n'y a pas cette impulsivité. C'est des gens beaucoup plus a dream, plus dans leurs rêves. Okay. Beaucoup plus de peine justement à capter leur attention. C'est beaucoup plus quick chez le hyperactif. Et celui qui n'aura pas d'hyperactivité, il aura plus tendance à partir dans la rêverie, à pas être vraiment là. On lui dit « oh, reviens, écoute. » Ouais, non, ouais. Ou il aura tendance à pas oser demander, puis rester dans son monde. On va lui dire, voilà, les consignes, c'est surtout des exemples dus à l'école, c'est là où on le voit vraiment. À l'école, on va lui dire, voilà, les consignes, il faut faire ça. Il dit, ok. Et puis il va rester devant la page et rien faire. Il va juste être effacé, plus être là, quoi. Et puis quand on lui dira, mais t'as compris ce qu'il faut faire ? Non. Ok. Je te réexplique ? Oui. Enfin voilà, ce sera plus quelque chose comme ça, on va dire. Okay. Là, c'est très caricatural, c'est d'expliquer, de vulgariser le plus possible. Oui, c'est ça, ouais. Mais voilà.
Après, est-ce qu'il y aurait d'autres troubles justement, après, c'est une histoire de comorbidité et troubles associés. C'est toujours un truc assez vaste. On n'est jamais sûr de ce qu'on a, j'ai envie de dire. Il ne faut pas oublier que c'est des outils. C'est juste pour se permettre de se comprendre et de pouvoir avancer. Hein. À la base, c'est de l'accompagnement. Hein. Donc, pas oublier qu'un diagnostic, ce n'est pas une sentence. Et ça, je pense que c'est super important de le comprendre. Oui, c'est des outils qui permettent d'aider au plus possible. Moi, je ne suis pas dans la partie diagnostic. Moi, je suis dans l'avant et l'après. Oui. Je suis dans l'accompagnement, dans le support, dans la compréhension de tes processus, de comment tu fonctionnes, sur une base des diagnostics qui ont été posés. Après, j'ai aussi... alors, je ne vais jamais me positionner, mais je vais dire, bah, tiens, c'est intéressant, ça me fait penser à... Oui. Ça serait bien que tu te diriges dans cette direction, que tu lises un peu sur le TDA, TSA, etc. D'accord. Mais après, j'ai pas le droit non plus de dire c'est ça. De poser un diagnostic, voilà. Non, clairement pas. Ouais. Et c'est pas mon job et je le veux pas. Totalement. C'est pas mon job. Ouais. Donc voilà. Ok. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est du coup le TSA ? En quoi il diffère en fait d'autres troubles du développement ? Après, c'est assez personnel au final parce qu'il y a 3 entre guillemets niveaux. Ça a évolué. À l'époque, on a parlé de Kanner, on a parlé d'Asperger, on parlait de troubles sévères, de troubles légers, etc. Aujourd'hui, on est sur un continuum, un spectre entre TSA de niveau 1, on va dire, donc le léger, et TSA niveau 3, celui qui a besoin de plus de soutien, un TSA sévère, un autisme sévère. Mais après, si on parle surtout de la partie celle que je m'occupe le plus et qui me touche aussi, je suis atteinte de ce même TSA, on va dire. C'est le TSA léger, donc sans déficience intellectuelle. C'est des problèmes dans les interactions sociales, mais c'est léger au final. C'est léger vu de l'extérieur. Par contre, de l'intérieur, c'est un enfer pas possible à gérer, à manager, qu'est-ce qui appartient à quoi. Donc il y a tout ce travail, en fait, moi je dis qu'on fonctionne un peu comme des moteurs de recherche. On fait du référencement, et à force de faire du référencement, on commence à avoir des références, et à ce moment-là, on commence à fonctionner plus ou moins, entre guillemets, quand je dis normal, c'est vraiment entre guillemets, mais à fonctionner normalement. Voilà. Mais il y a juste des choses qui ne sont pas innées chez nous, qui ne sont pas automatiques, et qu'on doit travailler, qu'on doit s'habituer pour automatiser, pour que ça fonctionne de la même manière qu'avec une personne, entre guillemets, une personne neurotypique. Neurotypique, neuroatypique, et voilà. Et tout ça, tu avais appris grâce à ton voyage que tu as parlé avant en Angleterre, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est totalement ça. En fait, moi, j'ai... alors, il y a toute une histoire parce que c'est compliqué, l'autisme, je pense, pour beaucoup de familles. Moi, il y a eu caché un petit peu cette situation. Donc, j'ai jamais vraiment compris comment je fonctionnais et je n'ai jamais vraiment compris pourquoi. Je me suis toujours senti en décalage dans le décalage. C'est vraiment un long décalage, un gros décalage. Et j'aime dire que durant cette formation, j'ai découvert ce que ça voulait réellement dire, la jalousie. Pour donner un exemple de quelque chose que je ne comprenais pas. Parce que dans la psychologie du mouvement, justement, on travaille énormément les sous-textes. Qu'est-ce qui se passe quand je te dis je t'aime, est-ce que je te dis vraiment je t'aime ou il y a quelque chose en dessous, etc. Enfin, toutes les combinaisons, toutes les subtilités en fait de l'implicite. Et jalousie, c'est une combinaison justement de plusieurs émotions. C'est pas un truc colère ou heureux, ou enfin c'est beaucoup plus complexe. Et j'ai découvert ce que c'était réellement la jalousie, dans le sens qu'avant je pouvais donner la définition du petit Larousse, on va dire, du dictionnaire, mais en soi, qu'est-ce que ça donne dans la pratique ? J'en avais aucune espèce d'idée. J'avais pas de notion de ce que ça impliquait, de l'énergie que la personne pouvait m'envoyer. Et je l'ai découvert durant cette scolarité, quoi. Donc en fait, t'es allé là-bas dans le but de te dire maintenant j'ai envie de me comprendre, ou bien t'es allé là-bas sans... Je pense que je sans savoir où tu allais, en fait. Ouais, j'en avais aucune espèce d'idée. En fait, j'ai fait... il y a juste eu un moment important dans ma vie avec ma fille. Et je me suis dit, je veux que ça change. Et j'avais fait du théâtre depuis l'âge de 8 ans. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé durant tout ce processus qui a fait que j'ai arrêté déjà ? Et que je me sens tellement mal en société, que je comprends rien, que je sais pas comment faire, je sais pas comment parler, à quel moment je dois le regarder, pas le regarder, l'écouter, pas l'écouter. Donc beaucoup trop de questions et pas assez de réponses. Et j'ai rencontré du coup Giles Forman, qui est le directeur de cette école, qui est son école. Et quand j'ai rencontré en Suisse, il m'a dit, si tu veux, tu as l'opportunité de venir dans mon école. Et je me suis dit, vas-y. En fait, non, ça a été encore plus subtil que ça.
j'ai mon meilleur ami avec qui on a potentiellement les mêmes fonctionnements que troubles, je préfère dire fonctionnement. Je l'ai amené à l'aéroport une année avant et où il est parti dans cette école. Et je me suis dit, mais moi c'est mort, je vais pas rester ici, je veux aussi aller dans cette école. Ouais. Et l'année d'après, du coup, je suis allé la faire. Trop bien. Donc voilà. Trop bien. Bah, si tu es d'accord, je préfère aussi employer le mot fonctionnement. Je trouve que trouble, voilà, c'est un petit peu... Ouais, je suis pas très fan de ce mot. Donc voilà, si ça te va, je peux continuer à parler Totalement. Comme ça. Ouais, ok, bah parfait. Est-ce que selon le genre, enfin le sexe de la personne, le TSA, il peut se manifester différemment ? Totalement. C'est vrai ? Totalement. C'est une question que je me suis posée, tu vois. Ah ouais, mais alors après, du coup, il y a plusieurs éléments à prendre en considération. De nouveau, l'environnement, la situation psychosociale familiale, ça va énormément influencer le comportement déjà. Ok. Parce que je ne pense pas être la représentation d'un autiste homme, parce que j'ai vécu dans un environnement très hostile, donc j'ai appris à camoufler très vite, à masquer comme on dit, masking. Donc j'avais, pour une histoire de survie en fait, bon ça c'est un truc qui revient très fréquemment chez les TSA, c'est cette histoire de survie. Mais en général, on va dire que c'est très introverti chez les femmes. Elles ont des capacités sociales beaucoup plus importantes que les garçons. Et les garçons sont beaucoup plus extravertis, explosifs dans leur comportement. Ouais, bien sûr. Ouais, ok. Et étonnant, beaucoup moins adaptés aussi. Ouais. Mais après, ça, c'est les représentations types, on va dire. D'accord, ouais. C'est comme de dire tous les autistes anciennement appelés Asperger, donc les autistes légers, sont des génies. Alors pas du tout, pas du tout. Et après, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est juste qu'on parle de centre d'intérêt spécifique. Donc c'est juste qu'on est très très bon dans un domaine, si on l'a trouvé, parce que moi je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, mon centre d'intérêt spécifique, qui est la neuroscience. Mais avant ça, j'étais juste complètement largué, parce que j'avais pas ce que j'aime, ça faisait pas sens, j'avais aucune motivation. Parce on va dire que les résultats sont très hétérogènes chez les autistes, c'est-à-dire des capacités qu'on considère comme en dehors de la norme. Je préfère dire en dehors que hors norme, parce que hors norme, c'est ce côté genre génie, en dehors de la norme, et d'autres où on est en dessous de la norme. Parce qu'il y a des trucs qui nous posent problème, où on ne comprend pas. Il y a énormément de choses, tout ce qui est métaphorique, ça peut être compliqué. Bon, nous, il pleut des cordes, on voit des cordes tomber, on se dit, mais attends, c'est quoi ce délire ? Ah ouais, d'accord. Donc oui, puis après, du coup, on va automatiser ce genre de choses. Aujourd'hui, j'arrive à me dire que quand il pleut des cordes, c'est qu'il pleut un max. Ouais, c'est ça. Mais c'est de l'apprentissage. C'est de l'apprentissage, ouais. D'où l'histoire d'handicap. Parce qu'à la base, on est handicapé sur les interactions sociales, implicites, etc. Mais ouais, donc les filles auront plus tendance à s'adapter que les garçons. Auront plus, mais c'est horrible à dire, mais elles auront des centres d'intérêt ou des collections ou des choses qui, normalement, chez le garçon, c'est vu comme bizarre. Chez les filles, c'est des trucs plutôt normaux. Elle collectionne les poupées. C'est une fille. Elle pleure beaucoup. C'est une fille. Voilà, donc c'est ultra stéréotypé aussi sur totalement. Elle fait beaucoup de gâteaux. Elle aime la cuisine. C'est ultra machiste, mais on en est encore à ça aujourd'hui, malheureusement. Et c'est pour ça qu'on a autant de peine aussi à les diagnostiquer, à poser des diagnostics. Après, la période Covid a été, entre guillemets, attention, mais bénéfique, parce qu'il y a énormément de femmes et de filles qui ne sont pas retournées à l'école. Parce qu'elles n'ont pas réussi à retourner, et c'est là qu'on a pu les diagnostiquer. Donc voilà. Donc, mais c'est encore un truc très fragile, en fait, tout ce qui est diagnostic, parce que les frontières, elles sont pas claires. Donc à quel moment c'est des traits autistiques, à quel moment c'est de l'autisme, à quel moment c'est de l'autisme ou un trouble de l'attention, enfin parce que des fois, c'est un méli-mélo, c'est des cousins. 50% des TDA sont TSA et 80% des TSA sont TDA. Donc, on les deux. On ces comorbidités. Donc, c'est des trucs très, très, très proches. En fait. Purée, voir ensemble. C'est complexe. Hein. Ouais. Mais du coup, c'est qui pose le diagnostic ? Alors, il y a les neuropsychologues. D'accord. Il y a des psychiatres qui peuvent le faire aussi. Après, moi, là, vu qu'on est dans le canton de Vaud, je conseillerais toujours d'aller, en tout cas pour les enfants jusqu'à 18 ans, c'est le CHUV. Parce que ce qui est en fait très important, c'est que le CHUV, ils font des tests pluridisciplinaires.
Donc il y a psychomotricien, il y a neuropsychologue, il y a neuropédiatre. Enfin, il y a vraiment tout le monde. Ouais. Et neuropédiatre, non, ça existe ça? Je crois que j'ai bugué dans un nom. Neuropédiatre, je crois. Oui, si, neuropédiatre. Si. Désolé, je t'attendrai plus sur le temps. Ouais, pas de souci. Mais ouais, du coup, il y a toute une unité pluridisciplinaire qui travaille ensemble pour donner un résultat. Ah, ça, c'est bien, ça. Il faut énormément en fait, de paramètres pour poser un diagnostic de TSA. Malheureusement, pour les adultes, c'est un autre délire. C'est juste des tests, mais c'est des tests plus basés sur ce qui se passe là maintenant. Et c'est complètement débile. Ça fait aucun sens parce que si tu me regardes là maintenant et que tu te bases sur justement l'analyse clinique, sur comment je me comporte là maintenant, il n'y a pas beaucoup de symptômes de l'autisme. Parce que j'ai la capacité intellectuelle de les camoufler. Je vais pas commencer à bouger dans tous les sens bizarrement devant toi. Je ferai ça quand je suis tout seul chez moi. Ouais. Donc voilà, donc il y a encore tout ce côté-là. Ouais. Ah, ça, c'est pour les adultes, donc c'est beaucoup plus... C'est très compliqué, et c'est très stéréotypé encore. Et pourquoi les efforts qu'ils font, par exemple pour les moins de 18 ans, pourquoi ils font pas les mêmes efforts que pour les adultes? Du coup, parce que là, on rentre dans d'autres sujets, on rentre dans un sujet politique, économique et de pourquoi prendre les enfants tôt en charge, parce qu'on parle de détection précoce, parce que plus tôt on prend en charge, plus tôt on peut travailler sur les, entre guillemets, troubles et l'aider du mieux possible pour la suite de sa vie. Mais je pense qu'on est encore dans une démarche très biaisée. On parle encore, je pense, d'adaptation au lieu d'intégration. Donc même ça, moi, je suis pas trop sûr que... Moi, je suggère plus aux gens d'aller pour avoir un diagnostic que pour après être suivi par ces unités, parce que c'est pas forcément des gens qui ont... ils ont une connaissance analogique, ils le vivent pas et ils n'ont pas forcément les outils qu'il faut pour nous aider. Clairement pas. Et ils parlent là, je me rappelle, j'avais encore un cours avec un neuropsychologue, parce que là, je suis en train de faire aussi une maîtrise en neuropédagogie. Et ce qui m'a fait délirer, c'est il disait il faut s'adapter, le monde ne s'adaptera pas à vous. C'est la pire chose à faire. Moi, j'ai fait un burn-out autistique à 18 ans. Justement parce que j'ai essayé de m'adapter. C'est à l'antithèse de tout ça. Il faut s'intégrer, venir avec entre guillemets ces bizarreries, et puis voilà, tout simplement, à un moment donné, s'accepter tel qu'on est, c'est préserver aussi son puits de confiance en soi et surtout pas s'adapter, surtout pas. Bah non, parce que je veux dire, c'est trop compliqué. Ça demande déjà beaucoup d'efforts aussi, et puis c'est dur d'aller c'est comme si on se forçait, en fait. Ouais, totalement. C'est clairement se forcer, je trouve. Mais en fait, même la définition, elle est claire. Hein. Adaptation, c'est s'oblier pour correspondre à la demande. C'est donc, ça. Non. En fait, tu dois te mouler pour entrer dans la case. Alors que non, tu peux te démouler. Puis, totalement. Tu vois, c'est ça qui est génial aussi. C'est de pouvoir s'accepter comme on est, puis de vivre avec nos bizarreries, comme tu le dis. Moi, je fais exprès d'utiliser le mot bizarrerie parce que c'est la chose qui parle aux neurotypiques, j'ai envie de dire. Mais nous, on le voit pas comme des bizarreries. Non, on les considère comme nécessaires aussi. Il faut comprendre que quand je tape dans les mains ou j'ai des mouvements stéréotypés, ce qu'on appelle les stéréotypes, j'en ai besoin. C'est ce qui me permet de décharger le stress, etc. Ouais, c'est ça, totalement. Mais totalement. Ouais. Mais c'est une éducation aussi. C'est d'éduquer aussi la société à la différence. Hein. Oui, c'est toute totalement différence. Ça, ouais. Donc, voilà. Comment est-ce que le coaching en psychologie du mouvement, celui que tu pratiques en fait, comment est-ce qu'il peut aider les personnes atteintes de fonctionnement à mieux s'adapter et à améliorer leur qualité de vie? Alors ça travaille sur plusieurs niveaux, j'ai envie de dire. Il y a déjà la compréhension de son corps dans l'espace. Ça, c'est un truc... ça se voit quand même, on voit que c'est pas ultra expressif un autiste dans le corps, c'est de s'approprier son corps, donc ça sera plus un des piliers parce que je travaille sur 3 piliers qui pour moi sont mes 3 fondamentaux. Il y a vraiment ce truc d'apprendre à se connaître et puis apprendre à comment fonctionne le monde. Donc ça, c'est 2 pans qui sont différents. Et le troisième, c'est justement de le mettre en application dans des scènes qui permettent de se dire qu'en fait, c'est OK, tout s'est bien passé. Et d'éduquer, en fait, d'une certaine manière, ça rejoint la neuroéducation, d'éduquer son cerveau, en fait, que tout va bien et que ça s'est très bien passé et qu'on est très bien intégré. Et voilà. Donc, en fait, après, c'est sur mesure parce qu'on n'a pas tous les mêmes troubles. On n'a pas tous le même fonctionnement. C'est-à-dire qu'on a un tronc commun
qui est par exemple l'autisme ou un trouble de l'attention ou d'autres. Après, il faut pas oublier que ça, c'est des troubles neurodéveloppementaux, mais après, il y a toutes les comorbidités type schizophrénie, bipolarité, etc., qui peuvent venir se greffer parce qu'il y a des prédispositions chez des gens. Et il y a des parcours de vie qui font que... donc ça, c'est aussi des éléments à prendre en considération parce qu'on ne peut pas faire la même approche à quelqu'un qui a une bipolarité de quelqu'un qui a juste un TSA. On ne peut pas prendre le risque de faire décompenser la personne. Aussi. Ok. Donc toi, pour le coup, tu t'adaptes vraiment à la personne que tu as en face de toi. C'est du au cas par cas, totalement. Ouais. Et après, il y en a qui viennent justement avec des demandes. Il y en a qui viennent vraiment avec une demande très explicite de j'ai un TDA ou je suis en train de me faire diagnostiquer et j'aimerais apprendre à comment je fonctionne en fait. Parce que le plus gros du problème, en tout cas en Suisse, parce que je ne suis pas dans les autres pays, mais le plus gros du problème, c'est qu'on pose des diagnostics, mais on ne donne pas de solution après. Ouais, c'est ça. Et j'ai que des clients avec des diags posés. Qui sont juste avec un diag posé. Ouais, je dis, t'as expliqué comment tu fonctionnes? Comment ça fonctionne? Non, du tout. Et je sais pas, je prends beaucoup de risques, etc. Oui, mais t'as un TDAH. Ouais, et du coup, je vais t'expliquer. Et puis, de nouveau, il y a une mauvaise compréhension de son trouble. Donc, du coup, il y a une baisse de l'estime de soi parce qu'il pense que le TDA, en fait, c'est quelque chose de mauvais. Parce que c'est le mal-aimé dans la société, le TDA. C'est la mauvaise personne en classe, c'est la personne turbulente. Mais ça n'a rien à voir. Une fois qu'on connaît comment ça fonctionne réellement, en aucun cas, ils me perturbent dans ma classe. En aucun cas, ils me font, je suis désolé du terme, mais ils me font chier. À aucun moment, je suis saoulé, j'ai jamais envie de les accrocher contre le mur. Et je les aide juste à dire, tiens, qu'est-ce qui s'est passé là? Et le truc de l'attention, en fait, c'est pas le fait d'avoir de la peine à avoir de l'attention. C'est justement que l'attention est partout. L'attention, c'est savoir ce que tu vas négliger. Et le problème, c'est que il prend tout en considération. Tous les éléments qui l'entourent, il les prend. Ah ouais. Donc, du coup, c'est très compliqué pour cette personne de se focaliser et de se dire, tiens, je vais mettre toute mon attention sur cet objectif-là et travailler là-dessus. Parce que, d'un coup, il y a ça, d'un coup, il y a ça. Les couleurs, il fait beau. Ça switch tout le temps, c'est ultra versatile. Ça doit être fatigant, je trouve, mentalement. Je l'ai aussi, du coup. Mais justement, on peut avoir les deux. Donc, TDA et TSA, donc je l'ai aussi. Et, comment c'est alors? En fait, au niveau de l'épuisement mental, comment tu te sens? Maintenant, tu sens que tu arrives mieux à le gérer maintenant? Mais je sais ce qui se passe, en fait. Et moi, je travaille... alors, désolé de nouveau du terme, mais je fucked up mon cerveau. C'est-à-dire que je sais ce qui se passe et je sais comment contrer ce genre d'événement. Et il y a aussi d'autres choses sur lesquelles c'est super important d'être OK. Je vais avoir un down tous les jeudis. C'est obligatoire. Je vais être mort, vidé, lessivé. Et c'est OK. C'est ça. C'est totalement OK. J'ai un handicap. L'handicap, c'est exposition intense égale... KO. C'est tout. Donc tous les jeudis, je suis KO et c'est OK. Et c'est OK. Il n'y a pas de problème avec ça. Pas de culpabilité. Plus maintenant parce que je sais pourquoi. Et c'est ça, en fait, le plus gros du problème, c'est que la plupart des gens, ils ne sont pas au courant de comment ils fonctionnent. Et ça, le fait qu'ils comprennent comment ils fonctionnent, c'est vraiment la clé pour pouvoir avancer et pouvoir fuck-topper ton cerveau, c'est ça? Totalement. Parce qu'il y a l'histoire de se comprendre et il y a l'histoire de comprendre comment fonctionne son cerveau et ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Par exemple, là, j'ai un client qui me... Est-ce que... je fais tout à la dernière minute. J'attends toujours la dernière minute pour faire les choses, etc. Il a un diagnostic de TDA. D'accord. De TDAH. Et je dis oui, non, mais c'est pas que t'es flemmard, c'est pas que t'as une flemmardise aiguë. C'est juste que t'es à la recherche constante de dopamine. Du coup, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas attendre la dernière seconde pour te lancer, pour justement avoir ce shoot dopaminergique. Et tu vas faire les choses. Du coup, là, par exemple, c'est le travail que j'ai fait. C'était hier, j'étais en train de lui donner un cours. Je lui dis, mais en fait, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler en fait, sur l'objectif, le résultat, en fait. Travailler sur le résultat. On s'en fout du chemin. Parce qu'avec un TDA, il ne faut pas commencer à lui dire, tu fais cette première étape, puis la seconde étape, puis la troisième étape. C'est non. Le goal, le résultat, ça va te donner ça. Et il n'en aura rien à faire de ce qu'il va trouver sur son chemin après. Il a besoin d'un résultat tout de suite. Donc on lui donne un résultat qui est même très loin. Mais du coup, il est en train de fuck up son cerveau parce qu'on est en train de parler du coup de motivation extrinsèque, hyper loin. On va pas dans de la motivation intrinsèque, de là tout de suite maintenant. Et du coup, il fait les choses. C'est incroyable, c'est hyper intéressant. C'est incroyable,
Puis vraiment, comme tu t'adaptes vraiment à chaque personne. Enfin, je trouve ça incroyable, quoi. Bah, en fait, c'est essentiel parce que totalement. Totalement. Oui, bah voilà, c'était parce que j'ai sauté ce sujet avant, mais ça c'est typique. Ah, pas de souci. Moi, ça me va quand on s'évade comme ça, j'aime bien. Du coup, je me rappelle qu'à la base, c'était pour parler du tronc commun. En fait, justement, on a un tronc commun, on a un trouble en commun, on va dire, ce fonctionnement en commun, cette base. Mais après, on a notre identité et on a notre background, notre vécu qui a fait qu'on a évolué comme ci ou comme ça. Donc, on a tous un fonctionnement différent. Par exemple, moi, j'aime pas le danger. Je suis pas à la recherche du danger, je suis pas à la recherche de sensations fortes. Par contre, je suis quelqu'un d'inconscient. Je peux me retrouver dans des situations de fou par inconscience. Et ça, c'est aussi une forme du TDAH. Je peux me retrouver face à une falaise et puis on me dit bah vas-y saute et puis je me dis ouais ça va le faire. Mais j'ai pas pris en considération tous les éléments. De me dire non, là il y a moyen que tu te pètes les deux jambes et que ce soit fini. Voilà. Ok, ouais. Donc il y a plusieurs manières aussi de gérer son TDA, comme pour certains les drogues ou la violence. Ou voilà. Après il y a des histoires aussi d'impulsivité, d'inhibition. Enfin voilà, il y a plein de choses en fait. On peut avoir un TDAH violent, comme on peut avoir un TDAH très passif. Donc ça dépend. Ça dépend énormément de ce qui se passe. Ça dépend vraiment le vécu. Enfin, il y a tout qui vient prendre en compte. Comme on disait avant aussi, l'environnement familial et tout ça, quoi. Vraiment, waouh. Ce qu'on va dire, on va parler de terrain favorable ou défavorable, qui va complètement changer en fait la manière de se comporter de la personne, comme un TSA favorable, défavorable. Là, moi, franchement, l'exemple que j'ai pu retrouver le plus que je retrouve le plus dans mes cours, en tout cas dans l'autisme, j'ai vraiment ces deux références entre la personne qui a eu un terrain favorable, qui par contre aujourd'hui doit énormément travailler sur l'intégration. Donc dans le corps, ça se voit qu'on lui a jamais demandé de faire des efforts, entre guillemets, hein, quand je parle d'efforts. Là, on voit pas mes doigts, mais je suis en train de faire des guillemets. De la personne comme moi, par exemple, qui a dû s'adapter très très vite, qui a dû s'intégrer très très vite pour survivre. Du coup, dans mon corps, dans ma manière de me comporter, c'est très différent. Par contre, du coup, moi j'ai eu plein de problèmes parce que je me suis adapté qui n'a pas été son problème à cette personne-là. Par contre, elle doit faire ce travail maintenant de tout intégrer, d'automatiser, de comprendre les implicites, les sous-entendus, voilà, toutes ces choses-là. Waouh. Et les cours que tu donnes, ça va de quel âge à quel âge? Tu fais toute tranche d'âge Non, alors là, c'est dès 18 ans, par contre. Dès 18 ans, d'accord. Dès 18 ans quand même. Ok. Après, là, je suis en train de développer d'autres cours pour les jeunes, mais c'est plus du privé déjà, en cours privé. Mais c'est juste que le cerveau, il n'est pas fini, donc on ne va pas commencer à aller faire n'importe quoi avec n'importe qui. Moi, je pense que c'est dangereux, en fait, déjà. Il y a certaines méthodes sur lesquelles je suis déjà pas OK, qui sont mis en place chez les enfants. Après, voilà, c'est à chacun de savoir ce qu'il veut. Mais ouais, non, là, c'est entre... Alors là, maintenant, je crois qu'on est entre 20 à 58 ans. D'accord, ok. Là, tout de suite, maintenant, dans le cours de collectif. Trop bien, ouais. Ok. Est-ce que tu serais d'accord que je mette, je sais pas, imaginons, on pourrait te contacter où? S'il y a par exemple des personnes qui seraient intéressées de faire des coachs privés avec toi, est-ce que tu as un site internet? J'ai un site internet où on peut me retrouver. Ok, alors je le mettrai, si jamais pour les gens qui nous écoutent, en Google, description. Ok, ça marche, ok. Quels sont en fait les principaux défis auxquels sont confrontées les personnes atteintes de TDAH dans leur vie quotidienne? Je sais qu'on en a un petit peu parlé avant, mais j'aimerais un peu savoir le quotidien en fait de ces personnes-là. Alors déjà, il y a une histoire d'immaturité, entre guillemets. Alors là, on parle de maturité neuronale. La compréhension des émotions, les interprétations, c'est monnaie courante, voire tout le temps. C'est dans la vie de tous les jours de ne pas comprendre réellement ce que la personne voulait, d'avoir pris en fait d'avoir été directement à un résultat sans vraiment avoir cherché à comprendre. On dit non mais c'est ça, c'est pour ça que tu m'as fait ça. Pas du tout. Donc très impulsif justement. On parle, pour faire simple, normalement entre guillemets notre cerveau arrive à maturation entre 20, 25, 30, on va dire. Et le TDAH, 30, 35 ans. D'accord. Donc, il met beaucoup plus de temps à se développer aussi. Donc, on est plus longtemps enfant,
on va dire, dans notre comportement. Ok. Il y a ce côté très, très fort de justice. Et on aura des comportements qui ne sont pas adaptés, justement. Par exemple, tu as ton copain qui s'est fait taper, tu vas le défendre, mais tu vas taper encore plus fort, voire un peu trop fort. Et tu vas coucher tu vas coucher l'ennemi. Ah ouais, d'accord. Et tu dis non, mais en fait, c'est parce qu'il lui a fait du mal, alors j'ai... Donc il y a ça, et puis il y a aussi en fait, l'inhibition des informations. Donc le fait de capter une information, à l'école surtout, pour donner un exemple, ça a beaucoup de peine en fait. Ça a énormément de peine à faire passer les informations. Ça a beaucoup de peine. Et en général, une fois qu'il a appris quelque chose, il a beaucoup de peine à revenir sur sa manière d'avoir appris. Et on lui dira, voilà, en mathématiques, tu fais comme ça, par exemple. Il me dit, ok. Il a appris faux. Après, c'est la galère pour réussir à l'amener à faire juste. Donc voilà, et puis après, il y a quelque chose qui est en commun dans le TDA, TSA, c'est cette histoire de compréhension orale. Non, ça marche pas bien. Ça marche pas bien du tout. Il faut que ce soit écrit, il faut qu'on comprenne pourquoi, comment, où c'est que je dois aller, ou voir en mouvement aussi. Une personne juste qui nous parle, je comprends pas ce qu'elle est en train de dire. Ouais, il y a besoin d'avoir un visuel, d'avoir vraiment même plein de couleurs. Les codes couleurs, ça aussi, ça marche. TSA, TDA, ça marche pour les deux. Des formes. Par exemple, là, j'ai une TDA, elle est excellente. Elle fonctionne par référencement aussi, c'est assez intéressant. Il disait... du coup, ça crée des stéréotypes, hein, mais voilà, c'est comme ça que ça marche. On avait le groupe, elle dit rose, parce qu'il y avait une personne qui était en rose. Après, elle dit l'asiatique, parce qu'il y avait et puis elle fait l'asiate, ok, tac. Et puis elle se crée des référencements comme ça pour avoir une trace, pour s'en rappeler. Donc, il y a ça, mais après, c'est tellement vaste de résumer là, comme ça, c'est compliqué. Mais. Donc, par exemple, désolée, il y a une question qui me vient. Si par exemple, tu sais, il y a les compréhensions là en anglais, en allemand, à l'école, tu sais, les compréhensions qu'il faut comprendre. Là, j'imagine que c'est du coup ultra dur en fait. Ouais, totalement. Mais après, de nouveau, c'est... Ou bien c'est cas par cas. Il y en a qui ont une grande facilité sur ça. Alors déjà, ça va changer de qu'est-ce qu'il y a ou pas avec. Par exemple, j'ai des collègues qui sont haut potentiel intellectuel, avec TDAH. Et du coup, l'HP vient compenser le TDA. En tout cas, camoufler, et qui l'ont aidé, en tout cas, dans ce sens, à faire les études, même de hautes études. Où il y en a qui viennent compenser par un travail de taré le soir, en rentrant. Pour compenser toutes ces journées d'incompréhension. Donc voilà, et puis justement, de nouveau, alors là, c'est super intéressant sur les TDA au féminin. C'est de nouveau presque inconnu. On ne sait pas grand-chose. Elles ont cette capacité de camouflage qui est dingue. Donc, c'est très compliqué. De nouveau, homme beaucoup plus impulsif, beaucoup plus expressif. D'ailleurs, c'est plutôt explosif, je confirme. On est très explosif. Dès qu'il y a un truc qui ne fonctionne pas au bout de 2 fois, l'armoire, on la détruit. C'est plus rapide. Mais voilà. Donc, c'est beaucoup plus intériorisé, je dirais, chez la femme. Et cette capacité à peut-être retenir toute la journée pour exploser à la maison. C'est ça en fait aussi. Donc voilà. Après, c'est dur de faire des résumés comme ça parce que c'est vaste et c'est au cas par cas. Et puis, qu'est-ce qui a été travaillé ou pas travaillé qu'est-ce que la personne en question a atteint de ce mode de fonctionnement, connaît pas, ou a compensé, pas compensé. Voilà. Donc, il y a une sorte de carte à faire après avec la personne. Moi, en tout cas, c'est le premier truc que je fais à chaque fois. C'est une histoire de créer une carte de ce qu'elle connaît, de ce qu'elle connaît pas, de ce qu'elle maîtrise, de ce qu'elle maîtrise pas, et de faire le tri dans tout ça et de voir sur quoi on doit travailler spécifiquement. De nouveau, il y a cette histoire aussi aujourd'hui, de plus en plus, on va sur une méthode connexionniste, de prendre tous les éléments en considération et de se concentrer sur ce qui fonctionne, au lieu de se concentrer sur un symptôme, un résultat, et sur ce qui fonctionne pas. Voilà, donc les méthodes changent aussi progressivement. C'est bien, ça évolue quand même, Totalement. Ok. Comment est-ce que la thérapie par le... En fait, quand tu dis la thérapie par le mouvement, tu sais, quand tu dis mouvement, comment tu perçois ça, en fait? Parce que je voulais te demander comment cette thérapie, elle peut aider les personnes qui sont atteintes de TDA ou TDAH, comment ça aide à mieux gérer leurs symptômes, si je peux dire. Comment c'est, le mouvement? Est-ce que c'est physique, le mouvement? Alors, quand tu dis mouvement? Alors déjà, c'est pas une thérapie. Ça, je pense que c'est important, parce que justement, moi,
comme disait un collègue qui travaille dans ces structures universitaires, hôpitaux, etc., il me disait la chance que j'ai, c'est que je suis pas limité parce que j'ai pas de cadre, j'ai pas de protocole à suivre. Donc je suis pas limité. Bon, par contre, j'ai pas de filet non plus, mais je suis pas limité. Et en fait, justement, il y a énormément d'exercices qui peuvent paraître très abstraits et je suis très content de pas les expliquer parce que ça permet à ce que la personne soit pas prête. Parce que TDA ou TSA, il y a énormément d'anticipation et il y a un point que je viens de me rappeler qui est très très important. On pense que le TDA c'est quelqu'un de très lazy, heavy, un peu nonchalant. C'est des gens ultra psychorigides, et c'est pour ça en général qu'ils n'arrivent pas à faire les choses. Parce que c'est des gens perfectionnistes à souhait. Le trouble de l'attention, c'est pas un trouble de l'attention, déficitaire de l'attention. C'est pas aussi simple. C'est pas que l'attention. Donc voilà, ça c'est juste très important. Moi, j'ai plutôt des gens qui là, en lien avec justement le mouvement, j'ai une élève qui fait énormément d'interprétation. Et parce qu'il a bougé comme ci ou comme ça, donc ça veut dire ça. À quel moment tu es dans sa tête? À quel moment tu lui as demandé non mais quand tu as fait ça tu voulais dire que donc il y a toute cette approche aussi de compréhension du mouvement, de s'approprier son corps aussi, de quand on se tient comme ça ou de quand on se tient comme ça, enfin de comment on se tient, comment on se positionne dans le monde. Donc il y a un travail aussi sur la compréhension de son corps, la compréhension du mouvement de son corps, la compréhension du mouvement des autres corps. Enfin il y a énormément d'éléments à prendre en considération. Et quand on parle de psychologie du mouvement, on travaille en tridimension en fait, donc c'est compliqué à expliquer comme ça, mais en gros, on ne cherche pas à créer un personnage public, à paraître, on essaye d'être sincère et c'est par notre sincérité qu'on devient bon. Juste de devenir le plus sincère possible dans ce qu'on est en fait. Et paradoxalement, on n'est pas du tout éduqué à ça. On n'est pas du tout éduqué à être sincère en société. On est éduqué à créer un personnage pour réussir à traverser cette jungle qui est la société. Mais pas du tout. C'est pas du tout mon job. C'est à l'antithèse de tout ça, justement. Et paradoxalement, il y a des enfants que je connais qui, parce qu'ils acceptent comment ils fonctionnent, aujourd'hui, ça se passe très bien pour eux à l'école. C'est incroyable. Je me rappelle même un parent qui disait c'est drôle comment tu bouges à un enfant avec un TSA. Qui faisait du gauche-droite, du gauche-droite, du gauche-droite, du gauche-droite. Puis elle lui répond mais j'aime bouger. Puis le parent il est bah oui, ok. En fait, c'est ça. En fait, si t'aimes bouger. Bah oui, fait, totalement. Y a pas de souci. Donc voilà, c'est là que ça commence en fait. C'est dans l'éducation, dans l'acceptation de l'autre. C'est ça. Ça paraît basique comme discours, mais on en est encore loin. Très très loin. Parce que si l'enfant il s'assume dès son plus jeune âge, mais je pense qu'il peut faire pour lui-même, il peut se faire des miracles. Totalement. Et en fait, c'est le fait de ne pas s'accepter, c'est autoriser l'autre à te juger. C'est ça. Et c'est à propos de ça. Là, tous mes clients qui ont un TDA, TSA, ou même, entre guillemets, rien. Après, on n'est jamais rien, on est d'accord. Mais qui n'ont pas de fonctionnement... si, en fait, ils sont tous un peu différents. Mais bon, bref, c'est une autre discussion. Mais qui n'ont pas de troubles neurodéveloppementaux, comme dit dans le DSM-5. Il y a quand même toujours ce même point qu'ils ont tous en commun, c'est comment ils se positionnent par rapport à l'autre. Comment ils ont été éduqués, d'où ils viennent, comment étaient leurs parents avec eux. Enfin voilà, il y a énormément de choses, il y a énormément de traumas, j'ai envie de dire, avec l'enfance. Et selon comment tu te positionnes, ça change complètement comment la personne te voit. Moi, à la base, j'étais phobique social, j'arrivais pas à regarder les gens dans les yeux, j'arrivais pas à leur parler, j'arrivais pas à les écouter, j'étais paniqué. H24, mais c'était comment je me positionne et comment j'ai été éduqué qui a fait que je me retrouvais... avec ce que j'attirais. Voilà. Aujourd'hui, je sais que ça va beaucoup mieux et j'ai encore de la peine à me dire non, en fait, ce que tu attires, c'est ce que tu es aujourd'hui. Ce qui est positif aujourd'hui. J'attire quelque chose de positif. C'est trop bien. Mais j'ai encore de la peine à l'accepter parce qu'il y aura de toute façon ces anciennes croyances, ces chemins neuronaux qui sont là. Qui seront derrière toujours là, toujours, en train de te rappeler. C'est ça. Et c'est de savoir les maîtriser. C'est ça. Mais il faut apprendre à se connaître pour ça. Parce que les petites voix, les petites
Ah ouais, ça c'est... Les petits, ces petites pensées obsessionnelles, ça fait partie du TDA aussi. Donc une fois que tu es au courant, tu sais les faire taire. Voilà. Donc apprendre à réellement comprendre les processus, remonter à l'origine de pourquoi je fais ce que je fais, qu'est-ce qui m'a amené à être ce que je suis. Il y a un aspect très philosophique là-dedans aussi, parce qu'il faut se poser la question de pourquoi je suis. Et aujourd'hui, on ne se pose pas trop la question là-dessus. On se dit, je suis impulsif, je suis impulsif. C'est quoi l'origine de ton impulsivité ? Il y a quelque chose derrière. Si on prend un exemple concret, l'autiste est impulsif, le TDA est impulsif et le dysphasique est impulsif, pour donner 3 exemples. L'origine diffère. C'est pas la même origine. Ils sont tous impulsifs. Le résultat, il est le même. Mais si on se base sur ce qu'on voit, on se dit c'est un impulsif, donc il est TDAH, mais l'origine, on ne la connaît pas. Bon, là, je vulgarise, je prends des chemins, des raccourcis. Bien expliqué, voilà. C'est hyper intéressant, Ok. Tout à l'heure, tu as parlé de haut potentiel. C'est en fait des personnes qui ont tu me dis si je me trompe, un QI supérieur à la moyenne. Ils ont ils ont des capacités exceptionnelles, en fait, c'est ça ou bien ? Non. Non, justement, tout est dans le nom. Dans le nom, c'est haut potentiel, donc il y a une potentialité. S'il n'est pas pris en charge, en vrai, le potentiel n'est pas dévoilé, j'ai envie de dire. D'accord, ok. Mais ils ont des facilités, alors ça c'est clair. Ils ont des facilités. Après, le haut potentiel n'est pas un trouble, n'est pas un problème. Et ça, c'est important d'en parler aussi. Parce que très fréquemment, on dit « Ah ouais, je suis haut potentiel, donc c'est pour ça que je fonctionne comme ci ou comme ça ». Alors que pas du tout. C'est-à-dire qu'il y a peut-être potentiellement une comorbidité ou un trouble associé. Il y a ce qu'on appelle aussi les TWICE. C'est par exemple haut potentiel intellectuel et TSA. Ok. Donc ça, c'est tout à fait possible. On peut très bien être haut potentiel intellectuel et TDAH. Donc voilà, après, de nouveau, il faut savoir faire le tri. Et puis, un haut potentiel intellectuel qui n'est pas pris en charge, il va avoir des facilités jusqu'à un certain niveau. Et après, ça va être la M intersidérale. Parce que quand on arrive à un niveau d'études beaucoup plus exigeant, il est habitué à pas devoir trop se prendre la tête. Mais après, il y a un moment donné où il arrive au même niveau que tout le monde, j'ai envie de dire. Donc, s'il n'a pas été éduqué à utiliser son potentiel, il n'y a plus vraiment de potentiel en soi. Il y aura peut-être plutôt potentiellement un échec scolaire. Un échec scolaire. Oui. Ça m'a pas choqué quand tu as dit. Un échec scolaire. Donc, voilà. Ok. Et tu accompagnes du coup aussi des personnes qui sont au potentiel dans ton coaching mais on travaille pas là-dessus. Parce que c'est pas le haut potentiel intellectuel qui pose problème. Ouais, c'est ça en fait. C'est vraiment c'est ce qu'il y a autour. S'il y a le twist justement, s'il y a autre chose. Le TDA avec. C'est d'accord, ok. Si une comorbidité ou un trouble associé, c'est à ce moment-là que ça devient intéressant. Intéressant. Qu'on doit travailler. Enfin, mais qu'on doit pour travailler, moi, c'est intéressant. Oui, c'est aussi intéressant. Donc, en fait, le haut potentiel intellectuel ne pose pas problème. Et le problème, dans l'autre sens, c'est qu'il y a des parents, ils se reposent énormément là-dessus. Oui, mais c'est parce que t'as un haut potentiel intellectuel que t'es comme ça. C'est parce que t'as un haut potentiel intellectuel que ceci, que cela. Non, pas du tout. C'est qu'il y a autre chose. Il faut continuer à creuser, en fait. C'est qu'il y a autre chose derrière. Comment la pratique du théâtre, elle aide en fait les personnes ? Alors, je sais pas si, quand tu donnes des cours de théâtre, c'est visé à des personnes qui ont des fonctionnements, ou bien c'est... Comment tu fais quand tu donnes des cours de théâtre ? En fait, c'est totalement mélangé. Hein. Ah ouais, d'accord. Et c'est justement ça. Et là, alors, on peut parler d'inclusion, justement. On peut parler de diversité. C'est ça qui fait que ça fonctionne, en fait. Ah ouais. Et je pense qu'on est déjà dans de l'éducation au sens large, parce que là, ça touche tous les niveaux. J'ai des médecins, j'ai des policiers, j'ai des élèves qui sont encore étudiants, j'en ai d'autres qui sont en formation, j'en ai qui sont ergothérapeutes, j'en ai qui sont infirmières-chefs en chirurgie. Il y a de tout. Et ils viennent pas tous pour les mêmes objectifs, mais ils ont tous quelque chose en commun, c'est de se comprendre. Parce qu'en fait, fondamentalement, ce qui fait que tu n'es pas à l'aise en société, que tu n'arrives pas à prendre la parole en public, ou que tu ne te sens pas bien dans ton rôle de chef, de cadre, ou ne sais-je, c'est toujours une histoire de comment je fonctionne, pourquoi ça ne fonctionne pas, qu'est-ce qui se passe. Et là, que ce soit neurodéveloppemental ou pas, il n'y a pas besoin de ça, en fait. Ça n'a pas d'importance. Ça touche tout le monde, en fait. C'est ça, totalement. Donc là, dans le groupe, il y a de tout. Vraiment, il y a de tout. Après, en fait, ce que je fais, c'est que j'en ai qui sont en cours privé
Et je leur suggère justement d'aller en cours collectif aussi, parce qu'il y a toute la partie, en fait, moi je leur donne des tips, je leur donne des outils, je les aide à se comprendre, je fais le lien entre ce qui se passe à l'intérieur pour l'appliquer à l'extérieur, j'ai envie de dire. Mais à un moment donné, il faut se retrouver face à un public, face à des paires de yeux, pour que ton cerveau se dise, mais en fait, ouais, c'est ok, c'est bon. Ouais. Et il se dit, ok, je peux me baser là-dessus maintenant, parce que la phobie sociale ou le fait de ne pas oser parler, c'est que ton cerveau il se met en mode il y a un danger. Et c'est pas que de la flemmardise, hein. C'est pas que bénéfice coût bénéfice. Il y a aussi, il se dit, le cerveau il se dit ça va me coûter énormément. Donc bénéfice coût bénéfice. Je vais pas me prendre la tête. On va aller manger des pop-corn devant la télé, ce sera plus chill. Parce qu'il a peur, parce qu'il voit une zone de danger. C'est ça. Et l'exposition, justement, c'est de la mise en application. Donc tous ceux que j'ai en privé, je leur suggère, je les pousse presque quand même à venir en cours collectif, au moins une fois, pour mettre en application tout ce qu'ils ont appris. C'est ça. Parce que de toute façon, à un moment donné, ça devient friendly avec moi, c'est logique. Il a confiance en moi, et même moi, je suis TDA, et ça, je sais ce que ça donne. À un moment donné, quand tu connais bien la personne, tu te libères, ça va, quoi. Oui, c'est ça. Mais tu n'es rien en train d'apprendre. Tu n'es plus dans l'étape d'apprentissage, de créer de nouveaux chemins neuronaux. Donc, tu as besoin de te mettre face à un public et de voir que ça fonctionne. Trop bien. Pour viser un peu plus dans les personnes qui ont les fonctionnements, qui ont des fonctionnements, comment la pratique du théâtre, elle peut aider ces gens-là ? Est-ce qu'il y a un... Toi, quand tu dis que tu as fait du théâtre depuis l'âge de 8 ans, c'est ça, 8-9 ans ? Comment ça. Toi, ça t'a aidé ou comment tu t'es positionné par rapport à ça ? Alors, faire du théâtre sans savoir comment tu fonctionnes, c'est pas foufou. D'accord. Parce que du coup, la vie est un petit théâtre. Il y a une Tessa qui disait ça, et je trouve ça intéressant. Elle disait, elle était trop intéressante, elle disait la vie est un petit théâtre, la cour de récré de l'école est un petit théâtre auquel je les vois tous jouer, mais je sais pas comment moi jouer. Donc après j'ai juste été un maître du camouflage, franchement un caméléon. Et c'est pour ça aussi qu'on est très bon en acting, hein. On est très bon au cinéma, on est très bon au théâtre. Il y a énormément d'acteurs qui sont TSA. Hein. D'accord, intéressant. Anthony Hopkins, TSA. Ok. Celui qui jouait dans Prison Break, le rôle principal. Ah, je sais plus comment il s'appelle. TSA. Ok. Non, mais il y en a énormément en fait. Et puis les TDA aussi, Will Smith est TDA. Mais c'est un moyen déjà d'exprimer, de s'exposer, d'apprendre. Parce qu'on apprend la littérature, mais on apprend aussi comment le monde fonctionne. Le monde d'avant, le monde de maintenant, quand on fait des pièces classiques, modernes. Ah, ok, ça c'est normal, ah, ça c'est pas normal. Ok, ça j'ai le droit, ça j'ai pas le droit. Et puis c'est dans les deux sens. C'est qu'est-ce qui est autorisé pour moi, qu'est-ce que j'ai le droit de faire ou de pas faire, qu'est-ce qui est puni par la loi, qu'est-ce qui est pas puni par la loi. Parce qu'on dirait pas comme ça, mais un autiste, il est pas au courant. Il a de la peine à comprendre ces choses-là, et on est très fort pour cacher qu'on n'a pas compris. Donc on peut passer pour des gens complètement déjantés jusqu'à qu'on ose en fait, parce qu'on est des gens très fiers. Hein. Autistes ou TDA, on est très fiers. Donc on a de la peine à dire non, j'ai pas compris en fait. Puis aller demander de l'aide, c'est compliqué aussi, très très compliqué. Donc et puis de savoir dans l'autre sens en fait, qu'est-ce qui est pas ok venant de l'autre. Il y avait eu un sondage auprès des femmes TSA. Et 80% des femmes TSA ont été abusées. C'est un gros truc. Parce que à quel moment c'est ok ou pas ok, et à quel moment j'ai le droit de dire non. C'est très compliqué. C'est compliqué de connaître ses propres limites. Totalement. Dans tous les sens du terme. Parce que pour le TDA, alors là par contre c'est l'enfer. Parce qu'il y a pas vraiment de limite jusqu'à qu'il comprenne qu'il est impulsif ou pas. Donc il sait pas à quel moment il est allé trop loin. Parce qu'il va prendre ton téléphone des mains et puis il va regarder son dentelle, t'es là mais tu m'as pris mon téléphone, ah ouais désolé, ça c'est de l'impulsivité. Ou d'un coup il t'attrape comme ça pour te parler et t'es là non mais ça tu peux pas faire. Ah ouais non je peux pas, c'est vrai. Donc après ça dépend aussi de la gestion de tout ça, hein. Il y en a qui ont vraiment besoin de médication aussi. Il y en a qui ont vraiment besoin de médicaments chez les TDA. Ah ouais, j'allais poser la question justement. Ritalin qui est le plus connu. Après il y en a plein d'autres mais j'ai plus tous les noms en tête. Mais justement et ça c'est important je pense aussi, la Ritalin n'est pas un calmant, hein, c'est un psychotrope, enfin c'est un psychostimulant, pardon, pas un psychotrope, un psychostimulant. Donc il vient générer encore plus de dopamine. Parce qu'en fait c'est la captation de la dopamine qui est compliquée pour un TDA, c'est pas d'en générer. Donc c'est pour ça qu'il va se retrouver dans cette situation où il veut un max de dopamine pour avoir sa dose.
d'accord. En fait, ouais. on est détox à la dopamine. Ouais. En soi. Ouais, bah oui. Donc en fait, ça vient juste mettre un max de dopamine et c'est ça justement qui va calmer entre guillemets le TDAH. La médication, tu crois que c'est indispensable ou Non, bien pas du tout. Non, hein. Non, moi j'en ai eu et ça n'a pas du tout fonctionné. Ça n'a pas fonctionné. Okay. Pas du tout. Et les dosages, c'est très compliqué. Et justement, d'un point de vue pharma, là, on peut rentrer dans une autre discussion qui est il y a des TDA qui se retrouvent avec de la médication la journée pour tenir, mais ils ont besoin d'une médication pour la soirée pour dormir. Parce qu'après, il y a aussi l'histoire que la Ritaline, c'est un coupe-faim. Donc, il n'a plus faim. Après, il a des troubles du sommeil. Enfin, voilà. Ouais, donc, parce qu'après, il y a la descente. Hein. Parce que c'est dans les catégories, c'est quand même, on est sur de l'opiacé, quoi. Enfin, on est sur des trucs assez costauds. Donc, il y a un moment qui s'appelle la descente. L'après Ritaline, c'est pas cool. Et il y a aussi une perte de son identité. Et ça, c'est un truc qui revient souvent chez les TDA. Parce que la personne drôle de la classe, la personne créative, on perd ce côté-là. On devient des gens très sérieux, en fait, quand on prend la Ritaline. Donc après, il faut peser le pour et le contre. Il y a des gens, même quand ils ont pris leur Ritaline, ils sont encore à un niveau d'hyperactivité qui est dingue. Donc ces gens en ont besoin. C'est vital. Il y en a d'autres, c'est l'inverse. Donc voilà, toujours faire la part des choses. Il y a quand même des effets secondaires, en fait. Ah oui, mais il y en a même plein. Il y en a même plein. Après, là, j'ai pas la liste. J'aimerais pas dire n'importe quoi. Mais je sais qu'il y en a plein. Il y en a plein. Non, il y a plein de choses derrière. Donc non, c'est pas médoc automatique. Clairement pas. Il faut pouvoir de nouveau voir ce qui est bon ou pas bon. Faire un test, une phase de test en tout cas, pourquoi pas. Et après, si on voit que ça lui porte plus préjudice que bénéfique, on arrête. Ouais, c'est ça. Tout simplement. Mais je pense que la gestion de l'impulsivité, justement, c'est quand même un des trucs qui revient le plus souvent, parce que c'est quand même le plus gros. L'impulsivité, ça peut t'amener à des situations catastrophiques. Il y a énormément de TDAH en prison, il y a énormément de TDAH dans les violences conjugales. C'est de l'impulsivité, c'est la gestion des émotions. Donc il y a tout un travail à faire plutôt de ce côté-là. Une fois que la chaussette, dès que la chaussette elle est tombée 3 fois de l'armoire, quand je la remets, j'ai envie de détruire l'armoire. Mais du coup, maintenant, je gère mon impulsivité. Donc il y a ça aussi. Je sais ce qui est en train de se passer. Et donc il y a tout ce cheminement de est-ce que c'est vraiment utile que je me pète la main pour une chaussette qui est tombée 3 fois de l'armoire? Mais ça paraît débile. Mais quand t'as pas été éduqué à le faire, tu te pètes la main. Bah oui. Voilà, tout simplement. En fait, c'est d'où l'importance de, comme on disait avant, de se connaître et de se comprendre, en fait, de se dire là, comme tu disais, est-ce que c'est vraiment utile d'arriver à un point pareil pour une chaussette, tu vois? C'est ça totalement. En fait. Ouais. Totalement. C'est ça, ok. Mais si tu connais pas l'origine de cette impulsivité, tu dis je suis juste un gros malade dangereux qui est violent. Ouais. Mais en fait, l'origine, elle est tout autre. Alors que il y a quelque chose derrière à approfondir, à savoir d'où ça vient. Et Comme ça, on peut aussi différencier l'homme violent de l'homme TDAH. Et c'est deux choses fondamentalement différentes. Oui. Dans les violences conjugales, justement, de pouvoir partager l'homme violent du TDAH. Et c'est deux choses fondamentalement différentes. Voilà, c'est important de le dire. Chris, je sais qu'on l'a évoqué aussi avant, mais est-ce qu'on a tous un fonctionnement, enfin un trouble, comme j'aime pas l'appeler, mais voilà, mais est-ce qu'on a tous, tu penses ça en nous? Oui, mais à des niveaux différents. Après, neurodéveloppemental, c'est comment ça s'est développé. Après, avoir des traits autistiques ou des traits déficitaires de l'attention, avec un déficit de l'attention, bien sûr. Après, de nouveau, quand on parle d'handicap, c'est quand c'est handicapant. À quel moment ça t'handicape dans la vie de tous les jours? Si ça t'handicape pas, il n'y a pas... Il n'y a pas de problème, en fait. Tout va bien. Est-ce que dans ma vie de tous les jours, ça m'a handicapé? La liste, elle est longue. Franchement, nous, on est des handicapés sociaux, fondamentalement parlant. Moi, je dirais que c'est ça. Le plus gros du sujet, on est handicapé socialement. Mais de regarder dans les yeux, c'est handicapant ici. Il y a des pays où c'est l'inverse. Donc, tout est relatif sur ce qui est vraiment handicapant. Mais non, après, c'est quand c'est handicapant. Je considère que ça devient un trouble quand ça handicape la personne. Si ça t'handicape pas, c'est que tout va bien. Oui, c'est ça, Mais c'est très juste ce que tu dis, en fait. Totalement. C'est vrai. Moi, je me posais une question, c'est comment les personnes qui n'ont pas forcément de fonctionnement, comment elles peuvent venir en aide aux personnes qui ont des fonctionnements? Comment pour favoriser leur inclusion, en fait? Là, justement, ce qui est cool aussi, au final, c'est que ça change même... là, j'ai des personnes qui sont dans mon groupe collectif ou encore mieux sur mon stream,
Là, je pense que c'est le plus gros exemple. Ah ouais. C'est je vulgarise à souhait. Et en fait, je sensibilise les gens à la différence. Et comme je disais, c'est bizarre de dire ça, mais c'est un de mes abonnés qui m'a dit, du coup, qui m'a dit, oui, parce qu'on dirait sub, mais Oui. bon, ça veut rien dire aux gens, hein, c'est un abonné. Ou en prime. Ouais, ou en prime sur Twitch. Non, mais comme dirait un de mes abonnés, j'ai un privilège qui est le beauty privilege, le privilège de beauté. Alors, il y a deux choses. Là, je viens d'avoir deux pensées en même temps, mais c'est génial pour les streams parce que du coup, ça permet de dire bah, regardez, je suis beau, mais je suis autiste et j'ai un trouble de l'attention. Donc, ça, c'est génial parce qu'ils se disent ah ouais, mais en fait, ils sont pas tous dégueulasses, les TSA. Parce que malheureusement, il y a des gros stéréotypes sur ce qu'est un autiste. Il bave, il se balance, il a les mains qui partent en vrille sur les côtés. Ce qui n'est pas du tout mon cas. Enfin, pas en public en tout cas. À le filet de bave, je suis pas sûr. Mais voilà pour dire. Donc, ça permet aussi en fait de sensibiliser les gens à la différence. C'est ça. Et ils sont soit touchés personnellement, c'est ça qui est dingue. Parce qu'en fait, il y a ce truc où moi, je fais des monstres speech, mais j'ai accès à un chat. J'ai personne que je vois réagir à ce que je suis en train de dire. Oui. Donc, j'en ai aucune espèce d'idée s'ils sont réceptifs ou non. Ouais, c'est ça. Et ce qui est dingue, en fait, c'est que j'ai aussi développé mon Discord, ce qui est le réseau social, on va dire, du streamer. Et en fait, les messages que je reçois, ils sont dingues. Ils sont soit touchés personnellement, soit ils se posent des questions sur eux-mêmes, ils se disent tiens, c'est possible que, ou soit ils ont un membre de leur famille qui est touché. Oui. Et en fait, ça, c'est fou, mais tu attires ce que tu es. Et j'ai que des gens dans ma communauté qui sont TDAH, TSA, borderline, bipolaire, ou qui ont des mix de tout ça, ou qui ont de la famille qui sont là-dedans. Et des gens qui ont pas du tout de troubles, j'ai envie de dire, mais qui se sont toujours sentis différents et qui ont trouvé un lieu où on peut parler vraiment, on est ouvert et puis on parle de tout. En fait, il n'y a pas de jugement sur ce que tu es. C'est ça. De toute façon, les gens qui viennent et qui ont ce qu'on appelle les haters et qui aimeraient foutre la M dans le chat, ils sont tellement vite éjectés par la communauté que de toute façon, ils n'ont pas le temps de s'installer. Non, donc, mais totalement, on sent qu'une personne n'est pas comme nous aussi. Donc voilà. Mais donc ça, il y a ça qui est génial. Ça, c'est mais génial. Dans l'autre sens, le beauty privilege est un problème par contre dans les stéréotypes chez les médecins. Moi, j'ai toujours été considéré comme beau et intelligent, donc je peux pas être autiste. Ah ouais. Et ça a été comme ça pendant très très longtemps. Wow. Ou des trucs débiles, genre il est assis depuis 5 minutes, il m'écoute, donc il n'a pas de déficit de l'attention parce qu'il n'a pas bougé de sa chaise. Bah non, j'ai juste été super intéressé parce qu'il était en train de raconter. Ouais, c'est ça en fait. Parce que c'était pertinent, c'était intéressant. Si c'est pas intéressant, je commence à bouger dans tous les sens, il faut que je parte. Mais là, c'était intéressant, c'était pas du small talk. Il n'était pas en train de parler de ses chaussures vertes qu'il vient d'acheter. Là, j'ai envie de l'accrocher au mur. Mais en dehors de ça, des fois, c'est très intéressant. Donc, il y a aussi ça, il y a tous les stéréotypes du côté du corps médical. Sur qu'est-ce qu'un TSA, qu'est-ce qu'un TDAH ou sans H. Enfin, voilà, il y a de gros stéréotypes de ce côté-là. Donc en fait, c'est aussi, c'est comme tu dis, c'est aussi péjoratif du coup pour toi. Ouais, il y a totalement. le petit privilège, mais du côté du coup, les médecins, ils veulent pas te croire, quoi. Enfin, ouais, c'est ça. Et puis du coup, on a notre puits de confiance qui se vide. Et puis après, paradoxalement, on pense qu'on n'est pas beau. Enfin, c'est tout un mélange bizarre. Puis aujourd'hui, je me dis, non, je peux en faire une force. Du coup, j'accentue grave de ce côté-là. En vérité, sur le côté réseaux sociaux, Twitch, je me dis, il faut que j'utilise en fait ça. Je me dis, tiens, j'ai une gueule apparemment. Je vais utiliser cette gueule comme une vitrine pour faire passer un message. Mais t'as totalement raison. Et du coup, ça fonctionne. Donc tant mieux. Ça. Parce que malheureusement, quand tu es sur Twitch, tu es dans le feed, dans le fil de tous les streamers sur telle ou telle catégorie de jeu. Le premier truc que tu regardes, c'est la gueule du gars ou de l'ami. Et tu te dis, joli ou pas joli. Tiens, j'y vais. Donc, c'est triste, mais c'est réel, ça. Bien sûr. Ouais, totalement. Donc, je profite de ça aussi. C'est admirable parce que vraiment, t'en as fait une force. T'as une chaîne TikTok, t'es streamer, tu donnes des cours privés. Enfin, je veux dire, tu donnes des cours de théâtre aussi. Enfin, c'est incroyable, quoi, d'en avoir vraiment fait un gros bagage avec toi et une belle force, finalement, quoi. Mais de nouveau, en vérité, il y en a qui parleraient de résilience, il y en a d'autres qui parleraient de confiance en soi, blablabla, etc. Pour moi, ça, c'est du old coaching, du vieux coaching. De nouveau, c'est juste que je sais comment ça fonctionne dans ma tête. Et c'est ça qui m'a, entre guillemets, pas sauvé. Si sauvé, en fait. C'est que juste, je sais comment je fonctionne. Donc, même si quelqu'un me dit ceci ou cela, je fais, non, c'est faux. C'est pas vrai ce que tu es en train de raconter.
tu ne connais pas mes processus neuronaux. C'est une... Bah, totalement. Mais la seule personne qui te connaît le mieux, c'est toi-même. Hein. Maintenant, ouais. Bah ouais. Maintenant, ouais. Ouais, maintenant, tu peux le dire. Ouais, maintenant, je peux le dire. Maintenant, ça, c'est OK. Après, c'est d'avoir aussi le côté, comment dire, humble, dans l'autre sens, de me dire que je ne connais pas ce qui se passe dans la tête de l'autre personne qui est en face de moi. C'est-à-dire que dans mon coaching, j'amène jamais, en fait, de directive. En fait, c'est la personne qui a la réponse. Moi, je suis plus dans le pourquoi. Mais à force de dire pourquoi à quelqu'un, ça arrive gentiment jusqu'à la réponse. Ouais. C'est pas moi qui donne une réponse, c'est lui qui m'apporte la réponse. Moi, je vois des réactions. Moi aussi, on parle de psychologie du mouvement, justement. Je vois des réactions dans le corps. Tiens, là, il y a quelque chose. Donc, je vais aller gratter. Mais en aucun cas, je sais ce qu'il y a. Je connais pas la réponse. Et ça, c'est ça, je pense, qui est important aujourd'hui de comprendre. C'est que les coachings d'avant, c'est just doing, you can. Non, je vais t'expliquer comment ça fonctionne. Mais c'est complètement biaisé parce que tu sais pas comment tu fonctionnes. Voilà, pour moi, c'est ça la différence. Ouais, totalement, ouais. Mais attends, du coup, tu me disais... tac. Que t'en avais fait une force. Oui. Bah, en fait, tout le monde l'a, en fait, cette force-là. Et c'est ça que j'essaie de transmettre, en fait. Ouais. Là, par exemple, je me rappelle, il y en a un qui me disait, ouais, non, mais je suis nul dans ce mode de jeu. Je suis nul. J'étais là, mais est-ce que t'aimes ce mode de jeu ? Non, bah t'es pas nul, t'aimes pas ce mode de jeu, bah, ça n'a rien à voir. Bah ouais. Moi, il y a plein de trucs dans lesquels je suis nul, parce que j'aime pas. C'est ça. Parce qu'en fait, on est bon dans un domaine, parce qu'on répète, jusqu'à le maîtriser, et jusqu'à devenir expert, avoir une expertise dans un domaine. Ouais. Et ben c'est ça qu'on peut dire d'un autiste, c'est qu'il devient expert dans un domaine. Ça n'a rien à voir, ça n'a aucun lien avec une intelligence supérieure. Okay. Ça n'a rien à voir. Il y en a qui ont un quotient intellectuel supérieur. Moi, pas. J'ai un quotient dessus de la norme, mais voilà. J'ai pas un quotient en dehors de la norme. Ouais. Supérieur, mais pas supérieur plus, quoi. Ouais. Pas quotient intellectuel de plus de 130. Donc, c'est pas une référence en soi. C'est juste que par contre, il y a un domaine où aujourd'hui, je sais que j'ai une maîtrise parce que je suis à je ne sais pas combien de livres dans le domaine, à je ne sais pas combien d'études dans le domaine, à je ne sais pas combien de reportages dans le domaine, à je ne sais pas combien d'heures de sommeil en moins parce que je lis toute la nuit. Tu m'avais dit ça, la première fois qu'on s'est rencontrés, tu m'as dit j'ai lu une pile comme ça cette nuit, j'étais là, mais ça c'est ce que je lis en un an, moi. Bah oui, justement, mais ça a été un des trucs aussi qui m'a énormément aidé, je pense qu'il est super important pour tous les TDA ou autistes, c'est de demander aussi si l'autre il le fait. Ça paraît débile, mais je me rappelle dans ma classe là en neuropédagogie où je leur disais mais vous dans votre tête ça fonctionne pas comme ça ? Ah non Chris. Ok. Donc là on est différent, d'accord. Ou quand j'en vois, par exemple, il y a des gens qui me demandent des livres, des suggestions de livres à lire sur l'autisme ou sur la neuroéducation ou voilà. Et puis je leur envoie 2-3 livres, enfin j'en envoie 20, et puis ils me disent mais non mais ça c'est une bibliothèque. Je dis, non mais ça j'ai lu dans les 6 derniers mois, enfin c'est un truc que j'ai fait très vite quoi. Et c'est là où je peux statuer sur la différence. Donc ça n'a rien à voir avec un quotient intellectuel, c'est vraiment une histoire de centre d'intérêt spécifique, centre d'intérêt restreint, je me mets à fond dans ce domaine, donc c'est pour ça qu'on parle d'hétérogénéité. Je sais pas si j'ai bien dit, mais quand c'est hétérogène, c'est-à-dire dans le sens qu'il y a des domaines où je suis déficitaire, où je suis en déficit parce que là je maîtrise pas du tout, et sur celui-là je suis à fond, ça devient un petit peu psychopathique on va dire quand même parce que t'es focus en fait sur ça. Totalement, tout tourne autour de ça. D'ailleurs j'ai tendance à noyer les gens dans la formation parce que il y a trop, trop à expliquer, et puis que j'ai besoin que les gens d'être sûrs qu'ils aient compris. Oui c'est ça, Donc voilà. Mais donc ça n'a rien à voir pour moi avec l'histoire de intelligent, pas intelligent. Donc centre d'intérêt restreint et je me mets à fond dans ce domaine. C'est-à-dire que s'il y a un domaine qui t'intéresse un peu moins, que tu détestes pas, mais qui t'intéresse un peu moins, tu vas moins être comme ça, focus. Ah non, mais alors là, dans l'autisme, c'est encore pire que ça. C'est carrément, impossible. C'est impossible. Ne me parle même pas. Ça me saoule, ça me fatigue, c'est en train de me coûter. Avant, bah justement, il y a eu cette époque où, ça a été un moment intéressant à l'école. J'ai eu cette transition où on a énormément d'exercices d'exposition et de comment ça se passe dans ma tête, etc. Et je suis face à un des professeurs, Grant. Il était Grant Master, il s'appelle. Il est incroyable. Puis je lui dis, mais
La plupart du temps, quand les gens ils me parlent de leurs chaussures, je connaissais rien en small talk à cette époque. Je savais pas ce que c'était le small talk. Mhm. Ils me parlent de leurs chaussures, qu'hier elle a fait une nouvelle coupe parce que je vivais en colocation avec une copine. Et puis elle me parlait de sa nouvelle coupe de cheveux, la couleur. Et j'avais envie de mourir. J'étais là, je m'en fous. C'est quoi? De quoi tu me parles? Ça sert à rien. C'est inutile. Ça me coûte du temps et de l'énergie. Ouais. Et j'ai appris par la suite que c'est ce qu'on appelle le small talk et je n'ai pas accès à ce genre de choses. En fait, que ce soit TDA ou TSA. Ouais. En fait, ça rentre pas dans tes valeurs, dans ce que toi, ça t'intéresse et du coup... C'est ça. Ouais. On va toujours T'arrives ramener pas les à gens à... ça, quoi. Non. Non, c'est ça. Mais il y a tu peux pas plein te d'autres forcer. trucs. C'est horrible. C'est horrible. Mais j'ai appris à... J'ai des beaucoup de gens, des stratagèmes pour... Un peu... Ouais, voilà. pour tenir le coup. Mais je ramène toujours la personne à mes sujets de prédilection. Toujours. Ouais. C'est moi qui la ramène. Ça me rassure aussi. Donc, parce que c'est un sujet que je maîtrise. Parce qu'il y a aussi cette histoire de vocabulaire. Si j'ai pas le vocabulaire spécifique, je sais pas parler. D'accord. J'arrive pas à parler. Je fais des erreurs de français de dingue. Ok. Par exemple, dans le milieu de la neuroéducation, psychologie du mouvement, neuropédagogie, j'ai le vocabulaire. Du coup, je vais avoir des discours même peut-être un peu trop poussés, trop riches. Mais si on sort de mon domaine d'expertise, j'ai beaucoup de peine à communiquer. Hein. D'accord. C'est ok. avec les gens. Des trucs banals de la vie, ça va, toi Ouais. Bah, en plus, il y en a beaucoup qui font du small talk. Hein. Vraiment, enfin, c'est normal. Même moi, c'est j'en fais. social. Enfin, je veux dire, mais ouais, C'est social, c'est Donc, normal. Du coup, je peux totalement comprendre que... Ouais, toi, ça te parle pas, en fait, tu vois, Ben, finalement. là, je suis handicapé, par exemple. Je peux être très rigide dans mon corps à côté de toi et de... Ouais. Bonne journée. Je vais me casser parce que de toute façon, je saurais pas quoi faire. Mais ou quand j'ai pas la ref. Quand j'ai pas la ref. Par exemple, ma femme est décédée, par exemple. Comment je réagis à ça? Ça m'est jamais arrivé. Parce que je pars toujours de moi. Et c'est pour ça qu'on aura tendance à dire que les autistes, dans les tests de personnalité et tout ça, on est narcissique. Non, pas du tout, c'est pas ça. C'est juste qu'on doit partir de nous parce que si on sait pas se mettre à ta place. Mais du coup, là, je vais faire une tapote sur l'épaule et puis, écoute, hein. Voilà, on reprend une bière. C'est la vie. Ouais, c'est ça. En plus, oui, mais ouais, c'est ça. Mais en fait, pour moi, c'est logique. Chronologiquement parlant, ça dépend qui est décédé aussi. Oui. C'est l'histoire de la vie, en fait. Voilà, il faut continuer. Ouais. Moi, mes parents, quand ils vont décéder, c'est logique. Enfin, ça fait d'ailleurs, partie de la vie. Heureusement que c'est pas moi et puis que c'est eux. Je suis pragmatique. Hein, Bah oui, mais et puis totalement. ma fille, elle partira après moi. Enfin voilà, c'est du pragmatisme totalement. à l'état pur. Mais donc, ça peut être mal vu par les gens qui gèrent toutes ces subtilités sociales. Et qui, fondamentalement, s'en foutent autant que nous sur plein de points. Mais juste, ils vont savoir gérer ce small talk. Ouais, c'est ça. Voilà. Chris, j'ai une dernière question à te poser. Pourquoi est-ce que tu as accepté aujourd'hui de venir faire ce podcast ? Alors, je pense qu'après, il y a plusieurs niveaux. Un premier, ça me permet de me confirmer où j'en suis aujourd'hui. Mm-hmm. Et d'être fier de moi-même. Je pense que c'est déjà pas mal. Ouais, c'est énorme. Et puis aussi, si, d'une manière ou d'une autre, ça peut sensibiliser les gens, que ce soit des parents, que ce soit des enfants, que ce soit une personne elle-même qui soit sensibilisée ou qu'elle se questionne en fait plutôt à tout ça. Je pense que ce sera déjà un bon bout du chemin qui sera fait. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on a besoin de TSA, de TDA qui parlent. Malheureusement, je ne sais pas trop pourquoi, mais il y a très peu de TSA hommes intéressés par la psychologie, intéressés par la neuroéducation. Ok. Ou peut-être qui n'ont pas eu accès à ça alors, peut-être aussi. Mais ouais, il y a, en tout cas que je sache, dans mon domaine, en tant qu'homme, je suis le seul en Suisse romande. Ah ouais? Ouais. Oh punaise, ouais. Si ça peut sensibiliser aussi peut-être d'autres hommes à s'assumer. Ouais, c'est ça, à lever la parole sur ça. C'est ça, et d'aller consulter aussi. Ouais. Parce qu'aussi, il y a un aspect, je pense, qui est très important et que j'ai eu, qui m'a accompagné pendant très longtemps, un gros stéréotype sur qu'est-ce que la masculinité, qu'est-ce que c'est d'être un homme et qu'est-ce que c'est d'être un homme autiste. C'est très compliqué parce qu'il y a d'autres aspects qu'on ne parle jamais, qui est la sexualité par exemple, et ça franchement c'est très compliqué. Compliqué. Surtout à l'adolescence. Déjà c'est compliqué pour tout le monde, mais nous on rajoute un facteur de déjà je sais pas comment ça se passe, c'est comme je dis, c'est un plan Ikea, ce moment. Ouais. Donc voilà. Et l'acceptation de, par exemple, son côté féminin.
Et de ne pas le confondre avec efféminé. Et de ne pas le confondre avec égal homosexuel, par exemple. C'est ça. Ça paraît débile, hein. Ouais. Mais il y a un gros travail à faire de ce côté-là. Et dans le milieu des TSA, vu qu'on a cette volonté de paraître comme tout le monde, on a tendance à s'oublier à devenir quelque chose qu'on n'est pas. Ouais. Donc voilà, si ça peut sensibiliser certains hommes TSA, TDA, les deux, ou des bien. femmes, c'est génial. Quoi. Ouais. Donc, voilà. Trop bien. En tout cas, je te remercie infiniment, Chris, d'avoir participé à ce podcast. Merci à toi. Et puis, je vais mettre, du coup, alors si ça te dérange pas, je mettrai ta chaîne TikTok dans la description de ce podcast, ton site internet. Et puis, je crois qu'on est bon, du coup, ouais. Ouais. Et puis ta chaîne Twitch. Aussi. Voilà. Aussi. Ouais, bon, ça peut être cool, ça. Un autre délire, mais. Mais écoute, on sait jamais. Trop bien. En tout cas, merci en tout cas d'avoir écouté ce podcast. Et puis, je vous retrouve tout bientôt pour un prochain. À tout bientôt. Prenez soin de vous.